Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH et qui suit correctement son traitement et a une charge virale indétectable. Il ne peut plus transmettre le VIH à son ou à sa partenaire lors de rapports sexuels non protégés. Nombreuses sont ces personnes, par contre, qui sont dans l'isolement, ces personnes infectées qui sont dans l'isolement et ne comprennent pas forcément la nécessité de suivre leur traitement. Alors, il y a une personne extraordinaire qui, il y a quelques semaines, a fait, comme elle dit souvent, son coming out, c'est-à-dire qu'elle a dit ouvertement qu'elle était infectée depuis plus de 17 ans du virus VIH. Alors, on s'est dit ce soir, pourquoi ne pas en parler? Parce que dorénavant, elle porte ce qu'elle appelle son combat pour accompagner justement, pour amener justement ces personnes à sortir de l'armoire, à pourquoi pas elle aussi se dévoiler, sortir de l'isolement et se dire que bah oui, finalement, on peut vivre normalement avec cette maladie. Alors, on débattra autour du thème « Comment avoir une vie épanouie avec le VIH ?» On en parle avec vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement « Intime Conviction » au pluriel. Vous mettez un S à Intime, vous mettez un S à Conviction. Vous défilez sur la page et vous pourrez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. On a un invité qui est Valérie. On va la recevoir tout à l'heure. La plus récente que je m'en vais vous présenter tantôt, c'est le docteur Kera Edjengele. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Bonsoir Aline et bonsoir aux téléspectateurs. Tout en couleur ce soir. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu amoureuse ces derniers temps. Ah, je me disais bien. Le docteur Kera est amoureuse. Je me disais bien, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée, Aline. Voilà. Et puis, il y a un visage qui est très connu dans le milieu des personnes, des couches vulnérables, que ce soit les enfants de la rue, les personnes qui consomment des drogues, que ce soit les travailleuses de sexe. Elle, c'est Valérie Ngameni. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir encore. Merci et bonsoir Aline. Merci à tous les téléspectateurs. Et déjà, merci pour cet échange que nous allons vivre ce soir. Ça fait un moment déjà que vous aviez disparu de nos radars. Qu'est-ce qui se passait? Très haut de préoccupation, des responsabilités en plus. Oui, mais vous êtes de retour et on vous aura souvent, on espère. Je pense que je me rendrai vraiment disponible cette fois-ci. Oui. C'est une femme au grand cœur. Elle est souvent tellement débordée qu'elle me dit Aline, au secours, j'ai pris des cas qui me dépassent. Non, mais tu as pris des cas. Elle est souvent obligée de donner certains de son patrimoine qui normalement devrait être en location parce qu'il faut accompagner les couches vulnérables. Ça, c'est Valérie. Alors, je propose qu'on découvre notre merveilleuse invitée. C'est, comment je vais dire, une sacrée boule d'énergie. Ce sera juste derrière la transition. Alors, notre invité de ce soir, notre invité principal de ce soir, c'est Zéline Sobmo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Zéline. Merci Madame Aline de me recevoir. C'est un privilège d'être là en compagnie de Madame Valérie et du docteur Edjengele. On va se dire Zéline. Moi c'est Aline, c'est Valérie. D'accord. On va faire très convivial ce soir. Ok, ça marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est important de signaler que vous venez de Yaoundé. Effectivement. Oui. Et ça fait quelques semaines que vous avez fait votre coming out. Oui, tout à fait. C'était quand?
Le 11 novembre dernier. Pour la première fois, même mes amis qui me connaissaient depuis l'enfance me voyaient toujours tirer à quatre épingles, mais ne sachant pas le combat que je menais discrètement, en fait. Ouais. Et comment vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tout simplement écrit, j'ai fait sur ma page Facebook, j'ai relaté mon histoire parce que justement j'ai failli mourir. Et quand cela a été fait, tout le monde était choqué, ébahi. Ils n'en revenaient pas, ils ne savaient pas parce que moi, je n'avais pas... Beaucoup de gens qui m'étaient très proches n'étaient même pas au courant que je vivais depuis avec la situation de VIH, en fait. Oui. Alors, je rappelle, ça fait quand même 17 ans que vous avez été infecté, voilà. Comment s'est faite la découverte? Comment vous avez su il y a 17 ans? C'est mon père qui me demande d'aller faire mon test parce est-ce que je me suis déjà fait tester? Je dis non. Donc, c'est par curiosité aussi que moi j'obéis, quoi. Ouais. Et voilà. Il savait que mon test est positif et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une annonce à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Alors, mais je veux dire que il vous a dit comme ça et vous êtes allé comme ça? Ah oui, tout à fait. Quand il donne des instructions, on suit. Hein. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait des soupçons. Moi, je ne sais pas, je me dis, on n'en a jamais parlé, d'autant plus qu'une fois que c'était positif, eh ben, c'était parti parce que juste le fait que c'était comme si on lui avait donné un grand coup de massue sur la tête quand je lui ai dit que mon test était positif. Il était dépassé, je n'oublierai jamais la tête qu'il avait fait ce jour-là. C'est comme si c'était encore hier pour moi. Oui. Alors, vous avez fait le test par 2 fois parce que vous avez fait un premier test et puis il y a eu la confirmation. Alors, comment est-ce qu'on vous annonce la première fois que vous êtes testé positif? Je pense qu'à l'époque, quand il fallait voyager ou faire des voyages d'études à l'étranger, je crois que on demandait si vous avez... On voulait connaître votre statut. Je crois que c'est la raison pour laquelle aussi la dame me demande pourquoi est-ce que je viens même faire le test. Elle me demande est-ce que c'est pour faire un voyage. Je lui dis non. C'est mon père qui m'a envoyé faire mon test juste pour savoir. Donc c'était comme ça. Et la suite de la conversation? Pardon? La suite de la conversation, c'était quoi? Après la suite de la conversation, mon test s'est avéré positif en fait. Et moi j'étais... Je veux dire, elle vous a dit quoi? Qu'elle vous a dit c'est pour voyager? Comment elle vous annonce? Elle fait le test. Bon, elle me demande c'est quoi? C'est quand elle a déjà prélevé mon sang en fait qu'elle me demande pourquoi vous êtes venu faire le test. Moi je lui dis c'est par curiosité parce que mon père veut connaître mon statut tout simplement. Après, elle entame toute une discussion autour si c'est positif, vous allez devoir faire un test de confirmation, etc., etc. Au moment quand elle m'annonce, moi je ne prends même pas trop en considération ce qu'elle est en train de dire, quoi, parce que je suis à 100 000 de me douter qu'elle va me dire que mon test est positif. Et quand elle me dit le test est positif, la réaction tellement choquante que j'éclate de rire parce que je n'en reviens même pas que j'ai un test positif en fait. Après, elle me dit pour confirmation, allez faire des tests à l'hôpital central. Je dis ok. Bon, nous sommes le week-end. Je patiente jusqu'à lundi, un long week-end d'ailleurs. Et voilà, le test est positif lundi. Donc. Alors, entre ce moment-là et quand vous avez éclaté de rire, est-ce que vous étiez fait accompagner? Comment vous êtes Non, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Je suis partie toute seule. J'ai appelé mon père au téléphone. Je lui ai dit, bon voilà, papa, tu vois, j'ai refait le test, il est positif. Non, je parle de la première fois. La première fois, je suis toujours toute seule. C'est d'abord dans un centre de santé que je vais. Et c'est la dame maintenant au centre de santé qui me dit, vous devez aller faire un autre test de confirmation dans un hôpital. Cette fois-ci, aller à l'hôpital central. Et quand je vais... Avant que vous n'y alliez, quand vous êtes rentré, je veux dire, c'est quoi l'état d'esprit? Mon état d'esprit, c'est... Moi, je n'en reviens toujours pas. Moi, c'est quelque chose de normal, de naturel d'aller faire son test, quoi. Donc, moi, j'en reviens toujours pas. Donc, vous n'aviez pas encore intégré de toutes les façons? Non. Quand vous êtes rentré, que vous aviez pas toujours. Vous étiez infecté? Oui, je ne savais même pas à quoi m'attendre quand on dit qu'une personne est infectée avec le VIH, ce à quoi s'attendre. Parce que déjà, c'est un sujet dont on n'en parle même pas à la maison jusqu'à ce que quelqu'un ait un problème. Même jusque-là, même quand après, j'ai été découvert que c'était une situation de VIH, c'est tabou à la maison, on n'en parle pas. Alors, vous allez faire ce deuxième test de confirmation. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit à l'hôpital? Comment on vous l'annonce, cette deuxième fois-là?
Je crois que c'était dans une enveloppe qu'on m'avait remis le test, quelque chose. Donc, et puis elle me dit que je dois me mettre sur ARV. Bon, quand on me fait mon deuxième, moi je n'y crois même pas en fait. Donc, je n'y crois pas. Et puis du coup, je suis passée de et puis c'était pouf, une chute carrément totale, quoi. Une dépression en quelque sorte. Oui. Donc, c'était une dépression en quelque sorte. Et puis, je me fais hospitaliser à l'hôpital Jameau. Ils font un troisième test. Là, ils me disent que c'est défectueux. Je dis, oui, je le savais. On dit, oui, c'est ce qui a causé votre forme, entre guillemets, de dépression, parce que à cause de l'annonce, ça vous a fait un choc, en fait. Et c'est pour ça. Le choc s'est manifesté comment? Mon choc s'est manifesté, je suis partie d'un état d'euphorie à un état de... comment dire, je parlais sans me contrôler. J'étais une boule d'énergie, en fait. Une boule d'énergie incontrôlable. Donc, c'est comme ça qu'on m'amène à l'hôpital Jameau. Ils me mettent des tranquillisants pour me faire dormir, en fait. Ouais. Et c'est après qu'ils m'expliquent au fait que c'est dû à l'annonce du VIH-Sida que j'ai réagi de cette façon. Ouais. Et après, maintenant... À l'époque, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne vous mettait pas directement sur ARV. Il y avait un test que non seulement on devait attendre que le taux de CDK soit bas, parce qu'on disait que la norme internationale disait qu'il faudrait que ce soit 250, au niveau de 250 pour pouvoir me mettre sur ARV. Donc, on attend pour me mettre sur ARV. Et avant de me mettre sur ARV, on me fait prendre un traitement de 14 jours déjà pour savoir si c'était des petits comprimés jaunes, pour savoir si mon organisme est capable de supporter la trithérapie. Parce que c'est ça les ARV, c'est une trithérapie. Les médicaments sont assez... La composition est assez élevée quand même. Donc, on me fait ce test, on me fait cet examen-là pendant 14 jours. Et heureusement pour moi, mon corps je suis éligible pour pouvoir avoir accès aux ARV. Et puis aussi, de la même année, bizarrement, ils changent la donne. C'est maintenant, on n'attend plus que ce soit en dessous de 250, mais du moment que vous êtes déjà à 300, on vous met directement sur traitement. Oui. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez su qui vous avait infecté? Bah, à l'instant T, non. C'est après des années au hasard. Après, quand j'ai commencé à faire mon développement personnel, que je suis qui m'avait infecté en fait, parce qu'il fallait que je comprenne comment ça m'est arrivé. Parce qu'on a toujours tendance à croire qu'avoir le VIH, c'est parce qu'on mène une vie de débauche ou quoi que ce soit. Donc, et moi, je n'étais pas dans ce cas-là non plus. Et je me disais, comment est-ce que je l'ai pu attraper? Je n'ai pas fait de transfusion sanguine entre-temps. Et il y avait, pour moi, c'était seulement un rapport sexuel. Et c'est comme ça que j'analyse et je sais en fait de par qui j'ai été contaminée. Et vous avez confronté la personne? Oh non, ça ne s'avère plus à rien. Puisqu'entre-temps, nos vies changent. Je n'ai plus jamais revu la personne. Ouais. Mais je reste convaincue que la personne l'avait fait sciemment de toute façon. Oui. Ouais. D'accord. Merci. Et oui. Alors, il y a quelques mois, votre train de vie a complètement changé. Tant et si bien que vous étiez incapable de vous nourrir. Ouais. Et vous avez dû abandonner pendant plus d'1 an la prise. Avant, d'abord, il y a quelque chose aussi que je tiens notamment à préciser avant cet épisode drastique de 16 mois. Lorsque je suis déjà sur ARV, même déjà en 2014, il y a des situations de vie, donc il y a des tensions dans la famille. Et je me vois contrainte de quitter le domicile familial. J'ai mon fils et je vais rester chez une amie pendant quelque temps. Mais heureusement, cette période-là, ça n'a pas été une très longue période. Et quand je vais à l'hôpital, pour moi, le docteur Gotonnier, je ne sais pas si elle nous suit, elle me regarde, elle me dit, Kabila, pourquoi tu as arrêté de prendre ton traitement? Je dis, oui, madame, j'ai arrêté de prendre. Elle dit, ça se voit, tu ne vas même pas bien du tout. Et puis, elle me dit, tu ne peux pas avoir accès aux ARV parce que le protocole, non seulement le protocole a changé, mais si je te donne les médicaments sans que tu n'aies fait d'examen préalable, c'est que je ne t'aime pas. Oui. On pourra voir les photos aussi du côté de la réalisation là-bas. De votre état de santé justement qui avait complètement changé, oui, pendant que vous témoignez. Du côté de la réalisation là-bas, si elle nous suit pour les photos, oui. Donc,
Elle me dit de faire le test. Je fais le test et maintenant je me remets sur ARV. Mais ça n'avait pas été d'une longue période de cesse. C'était un truc de 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Mais heureusement elle avait attiré déjà mon attention. En 2017, enfin, je suis indétectable. Youpi! J'étais très contente. Et la première personne à qui j'avais envie de l'annoncer, c'était au docteur Gautonnier. Parce que c'est elle, justement, qui avait fait en sorte que je puisse prendre conscience que c'est quelque chose de très important, en fait. D'accord, mais vous nous avez dit que vous avez arrêté un moment parce que Oui. vous aviez des problèmes économiques. Oui, avant cet épisode de 2014, d'abord. Avant que maintenant le pire se prépare pour 2023. Ah, 2023, ça a été un autre épisode où vous avez Oui, ça passé... c'est 2023, où c'est plus long. Ça c'est 16 mois, ça c'est vraiment vraiment catastrophique. Je n'avais jamais pensé de toute ma vie que j'aurais arrêté de prendre mes ARV malgré moi, au point de ne pas pouvoir m'alimenter. Oui. On va voir ces photos justement où vous êtes passé à 35 kilos. Oui. Si la réalisation nous suit de l'autre côté, oui, allez-y. Ah oui, ça c'était Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'arriviez plus à vous alimenter? Vous n'avez pas de quoi manger, la base? Ah oui, ça peut sembler drastique parce que quand je dis la première question qu'on me pose, c'est pourtant on vous donne les ARV gratuitement. On va y aller 30 minutes, allez-y. Oui, je ne pouvais plus m'alimenter. Pourquoi? J'avais pas de travail, j'avais plus de moyens financiers. J'avais investi dans des marketing de réseau qui n'avaient pas fonctionné pour moi, ma foi. Et je me suis retrouvée sans sous. Et quand il a fallu que je mette aussi à trouver du travail aussi, mon corps a commencé aussi à me lâcher petit à petit. J'avais des voisins qui venaient pour demander, Zéline, comment tu vas? Et l'enfant, vous mangez quoi? Comment ça se passe? Il y a d'abord une amie, Anne Mimbe, une de mes voisines, elle ne touchait que 50 000 francs le mois. Mais je me demandais comment elle faisait toujours pour toujours venir toquer à ma porte et me demander, Zéline, comment tu fais avec l'enfant? Zéline, comment tu fais avec l'enfant? Il y a un autre voisin aussi, Loïc, qui était aussi très compatissant, qui faisait pareil, quoi. Donc, il y a des voisins qui vous ont accompagné, ça on a compris. Alors, vous passez cette longue période et vous passez de 65 kilos à 35 kilos. Ouais. Chute drastique, complètement. Ça, là, on est cette année. Cette année, le 30 mars 2024. Oui. Vous avez carrément célébré à chaque fois la prise d'1,5 kg. Oui, à l'hôpital déjà. D'abord, bien avant cela, je me rends d'abord dans un autre hôpital. Je dis au médecin que j'avais arrêté de prendre mes ARV. Le monsieur me dit, oh, c'est trop, 10 ans, c'est trop, plus de 10 ans sur ARV, c'est trop. Oh, il est en train de m'enterrer, quoi. Oh, oui, c'est trop comment? Il me dit c'est trop dans la mesure que lui, en tant que, et la foi tradie moderne, entre guillemets, il aurait une solution pour m'aider à m'en sortir. Mais je vois comment je ne fais que fondre. Au point, il a voulu même se faire un budget sur mon état de santé où je devais payer carrément 50 000 francs tous les mois. Et quand j'essaye le premier traitement, je vois ma prise de poids, ça ne change pas et tout. Et je me confie à mon voisin. Mon voisin me dit, est-ce que tu es sûr que le docteur là, est-ce qu'il t'a fait des examens? Il me dit, Zéline, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Autant de choses, tout le monde était... Pourtant, à l'hôpital, on nous avait déjà bien dit, ça c'est le premier truc qu'on nous disait toujours, quand on faisait à l'époque l'éducation, il y avait du cancer. On disait toujours, même si le médecin vous dit qu'il a la solution miracle du VIH, etc., que vous preniez toujours vos ARV. Et même si c'est un naturopathe, s'il vous demande d'arrêter de prendre vos ARV, même si c'est le pasteur, n'arrêtez pas. Suivez vos ARV à la fois. Ok. Alors, moi, je vais donner la parole cette fois-ci au médecin. Parce que, passé cet épisode, elle est sortie de l'hôpital combien de temps après? 2 semaines. 2 semaines après, elle est sortie de l'hôpital et en novembre, elle décide comme ça... Voilà, d'en parler ouvertement sur les médias. Alors, docteur, quel est l'état des lieux en ce qui concerne justement la maladie dans notre pays en termes de peut-être taux de prévalence? Est-ce que c'est justement le taux de prévalence en milieu jeune qui l'aura poussé à se dire que tiens, il faut que je mène un combat?
Alors, Aline, permets-moi d'abord de féliciter Madame Zéline, pour son courage et sa bravoure. Parce que c'est ce qu'on demande aux patients. En fait, on se rend compte qu'avec le temps, le VIH, SIDA, ce n'est plus une maladie taboue. Les gens doivent être capables et en mesure de pouvoir vivre avec et continuer leur train quotidien, être joyeux, etc. Malgré le fait que la prise en charge, les traitements, c'est très pénible parce qu'il faut se lever à des heures. Si on a dit 6 heures le matin, chaque matin, il faut se lever à 6 heures, prendre des médicaments sans sauter. Maintenant, c'est une maladie qui est... Déjà, c'est une pandémie. Donc, c'est une maladie qui est d'actualité. Tous les jours, on a de nouveaux cas d'infection à VIH, notamment chez les jeunes, chez nos jeunes petits frères, etc., dû à la mondialisation, l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc, concernant le taux de prévalence, il faudrait qu'on sache juste que des nouveaux cas s'ajoutent tous les jours dans nos hôpitaux. Voilà. Et justement, avec Valérie, vous êtes habituée de ce type de cas, puisque vous travaillez au quotidien avec cette personne dans le cadre de vos activités en tant que société civile. Quelles sont selon vous, selon le travail que vous abattez, les couches les plus touchées? Nous allons dire plus et des travailleurs de service social, parce que c'est des personnes qui se livrent facilement quand on leur propose une forte somme et mettent à côté des méthodes préventives. Ah bon? Qu'est-ce qu'elles vous disent, par exemple? Par exemple, quand elles ont un client qui leur propose assez d'argent, elles préfèrent se lancer. Combien? Elles prennent le risque 20 000, 50 000. Tandis que les autres qui mènent une bonne prévention sont en train de prendre 1 000 francs, 2 000 francs. Mais rien sans leur préservatif. Et les couches, ce sont seulement beaucoup plus les femmes ou bien les hommes aussi? Nous allons dire plus des femmes parce que ce sont des personnes vulnérables vu leur anatomie, quoi. Comment ça, vu leur anatomie? Je veux dire, avec des rapports sexuels à travers je veux dire, parlant des méthodes, des mécanismes de transmission et les rapports sexuels par voie sexuelle et tout ça, elles contactent facilement le VIH. Parce qu'elles ont un vagin qui ne sort pas, ça reste tandis que l'homme, par exemple, c'est un pénis et puis facilement il peut ne pas contacter. Elle garde tout, quoi. Et justement, on parlait avec le médecin, ça se sait déjà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien pendant les campagnes, on en parle aussi, de ces symptômes qui alertent. C'est quoi? Qu'est-ce qui devrait alerter? Alors, déjà, si on se rend compte que dans un mois, on va consulter quasiment 2 fois par semaine ou de façon répétitive, alors que des mois avant, on pouvait rester zen, on pouvait rester en bonne santé sans toutefois aller à l'hôpital. Ce sont des fièvres, un syndrome grippal, notamment des céphalées. Tu vas aller consulter pour les céphalées, les fièvres, une diarrhée, des maux de ventre, des courbatures. Ça va te donner l'impression de faire un palu parce que généralement, l'automédication et nous, franchement, ça fait un. Parce que à chaque fois que quelqu'un va faire une fièvre ou alors aura des courbatures, il va se dire, je fais un palu, je vais prendre le traitement du palu. Mais sauf que quand il va prendre le traitement du palu à la maison, les symptômes ne vont pas, comment je vais dire, se tasser. Les symptômes ne vont pas partir. Ou alors ça va faire semblant de se calmer, mais ça va revenir aussitôt. Ce qui fait ça va l'alerter. Il va se dire, mais pourquoi est-ce que tout le temps, je fais de la fièvre, tout le temps, j'ai des inconforts. Il faut que j'aille consulter. Et il va aller donc se faire consulter à l'hôpital. Il va dire au médecin, bonjour docteur, excusez-moi, ça fait 1 mois, je ne fais que faire des fièvres à répétition, etc., etc. Et le docteur va demander, qu'est-ce que vous avez pris? Il va dire, j'ai pris un traitement de palu, j'ai pris ci, j'ai pris ça. Et
il va faire ce qu'on appelle un TDR, un test de diagnostic rapide. Oui, mais après, il n'y a pas que ces symptômes. D'après des échanges qu'on a avec des médecins qui nous rapportent aussi que souvent les parties, génitales sont souvent concernées. Il faudrait être en alerte lorsque vous avez un bouton, une blessure. Oui, mais là, c'est quand le stade de l'infection est déjà au stade 3, voire stade sida. Je veux dire, à la primo-infection. Si, à la primo-infection. Ah bon? Parce que... Ah oui, parce que moi, je suis infectée en 2007. Dans 2007, j'ai déjà 23 ans. Et c'est 3 années plus tard, en 2010, qu'on découvre que j'ai le VIH. Mais déjà en 2008, quand je travaille sur Douala, je n'ai pas de partenaire. Et je me rappelle que mon seul dernier rapport, c'était le rapport que j'ai eu comme, entre guillemets, premier rapport après que la naissance de mon fils ou après la séparation avec le père de mon fils. Et c'est comme ça qu'après, je découvre que je suis infectée. Pourquoi? Parce que je commence à avoir une forme de lésion, d'émangion vaginale et j'ai l'impression que c'est du chlamydia, mais ce n'est pas du chlamydia en fait. Donc ça fait comme de petits... Et comme vous le disiez tantôt, donc quand moi je vais voir plutôt le petit médecin du coin, le docteur de rue, entre guillemets, pour dire expliquer que là, voilà, j'ai des autour de vagina, comment ça se passe. Il me donne un truc et voilà, c'est parti. Mais c'était déjà des symptômes que j'étais infectée au VIH sans le savoir. Oui. Alors, vous voulez rajouter quelque chose à ces symptômes-là, justement, aussi? Oui. Oui, mais dans nos langages quotidiens, nous disons qu'il n'y a pas de symptômes, parce que... Parlons des petits boutons, par exemple, ça peut être autre IST. C'est pour cela qu'on a dit des signes qui alertent. Des signes pour ça qu'on parle c'est juste ces fièvres, comme le médecin a dit, des fièvres à répétition. Mais Aline, j'aimerais ajouter que les signes de l'infection, ça ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Ah voilà. Ça ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Tu peux contracter l'infection à VIH aujourd'hui et tu peux faire la maladie dans 10-15 ans. Et d'autres peuvent contracter l'infection à VIH aujourd'hui et faire la maladie instantanément. Donc ça dépend de l'immunité, du système immunitaire de tout un chacun. Voilà. D'accord. Donc on a aussi parlé, il y a des personnes aussi qui vont avoir des problèmes de peau, comme on parlait justement de ce que ça ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire, que l'infection à VIH, ça a 4 stades. Il y a la primo-infection, qui est le stade 1. Après, tu auras la phase asymptomatique, où tu n'auras pas de symptômes, mais le virus va se développer dans les cellules de l'organisme et infecter toutes les cellules du corps. Après, tu auras la 3e phase, qui sera la phase symptomatique, où justement, tu vas développer des mycoses, des verrues vaginales, des condylomes, etc. Et puis, tu auras la phase sida, qui sera la maladie en elle-même qui va se manifester. Donc, c'est crescendo. Alors, quelle est la réaction des patients lorsque vous leur annoncez, voilà, je parle du jour d'aujourd'hui, on est dans ces 5 dernières années, quelle est la réaction de vos patients quand vous leur annoncez, voilà, le test est positif? Alors, systématiquement, c'est la même réaction que Madame Zélie, là. Ils sont étonnés, ébahis, ils n'y croient pas. Ils n'en reviennent pas en fait. Ce qui fait en sorte que... De nos jours encore? Bien sûr, bien sûr. Donc ils vont faire le test aujourd'hui, il va se dire non docteur, vous êtes trompé. Je m'en vais dans un autre hôpital. Il va aller faire son test de confirmation dans l'autre hôpital. Il va dire non, vous êtes trompé. Il va aller faire dans d'autres hôpitaux. Donc ça, au bout de 2 ou 3, 4 tests, qui vont se dire bon ok, 4 médecins, 4 hôpitaux différents ne peuvent pas se tromper. Donc la prise de contact de cette infection chez les patients que nous recevons dans les formations sanitaires, c'est la tristesse, l'amertume, le désarroi. Comment je vais faire? Ma vie est foutue. Mes parents vont dire quoi de moi? Comment est-ce qu'on va me regarder, etc. Maintenant, c'est à nous, personnel de santé, qui devons les accompagner dans le processus. En fait. Vous accompagnez comment? On leur dit, écoute, le fait d'avoir le VIH de nos jours, avant c'était problématique parce qu'il n'y avait pas forcément des médicaments tout le temps, etc. Mais de nos jours, on peut vivre avec, on leur explique qu'on peut vivre avec le VIH. Et avant même de faire l'initiation aux médicaments, on fait ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des personnels de santé qui sont chargés de parler aux patients, de dire comment ça va se passer, de dire le counseling. Voilà, le counseling. Ok. Alors, et vous, quand ils viennent vers vous, se confier à vous,
qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce que ces personnes, elles sont en déprime? Bien, est-ce qu'elles ont de la colère? Est-ce qu'elles veulent se venger? Parce qu'il y en a qui veulent se venger, qui en veulent à la terre entière, parce que, voilà, elles ont été contaminées, elles aussi, par d'autres personnes. Oui, mais déjà, avec la présence des psychologues, des psychomotriciens, on essaye un peu d'adoucir. Mais plus leur inquiétude, c'est qui m'a contaminé. Elle veut absolument savoir qui m'a contaminé, que de s'intéresser plutôt de son suivi. Donc à ce moment, vraiment, il faut faire un grand travail avec eux pour qu'ils puissent être calmes, pour pouvoir commencer à prendre le traitement. Parce que si sur le plan psychologique, tu n'es pas tranquille, même le traitement, tu ne pourras pas tenir. Alors, vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et des réactions, on en a déjà... Diane qui dit bonsoir, moi c'est Diane, bienvenue de la région du Nord. Ma préoccupation est de savoir comment la société, famille, amis considère une personne déclarée nouvellement séropositive. Bah, c'est à vous de nous dire comment vous considérez, c'est vous la famille, c'est vous les amis, c'est vous justement qui allez nous dire comment est-ce que vous voyez une personne comme ça qui est déclarée séropositive. Alors, elles vous disent que ces personnes, pourquoi elles veulent savoir qui les a infectés? C'est pour quel but? Généralement, ce sont des personnes aussi démunies et des personnes célibataires. Elles se disent, voilà, il m'a infecté et puis je dois continuer ma vie avec qui? Donc c'est terminé, je ne pourrai plus me marier, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Est-ce que je peux encore continuer avec l'aventure? Donc ce souci, c'est de rentrer en arrière, revoir la personne qui l'a infecté pour qu'il puisse vraiment discuter et puis qu'il assume. Et elle le retour, c'est quoi? Quand elle revient vers vous, est-ce qu'elle vous dit que... C'est pas toujours évident. C'est pas évident parce que le partenaire ne peut pas dire que c'est lui. Parce que déjà, nous rencontrons des personnes positives où carrément le partage du statut est compliqué. Le partenaire laisse ses médicaments dans son tiroir, mais il s'assade à aller avec la fille sans se protéger. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas prêt à assumer. Assumer son statut et... Assumer son statut, parce qu'il aurait dû le partager et puis pour qu'il puisse adopter des méthodes préventives, quoi. Sauf que, comme on l'annonçait en début d'émission, c'est désormais possible de vivre, de mener une vie quasi normale en étant une personne vivant avec le VIH, séropositive. Alors, docteur nous dit comment? Alors, Aline, je peux vivre avec l'infection à VIH en ayant une charge virale indétectable. C'est-à-dire que il y a un seuil. Déjà, quand on contracte la maladie, quand on contracte le virus, il faudrait savoir que lors du premier contact avec le virus, la charge virale dans le corps est très élevée. Ça va des centaines de milliers, voire à des millions de copies par millilitre de sang. Dans 1 millilitre de sang, on peut trouver des millions de copies de ce virus dans le sang. Maintenant, il y a un seuil. Il y a un seuil pour que la charge virale soit indétectable. Pour qu'elle soit indétectable, il faut qu'elle soit en dessous de 200 copies par millilitre. C'est-à-dire que si je vais faire la charge virale d'un patient et que je vois qu'il est entre 20 et 50, je vais dire que la charge virale est indétectable. Maintenant, le patient en question, il ne sera plus un sujet à risque de contamination. Il pourra vivre sa vie normalement, faire l'amour sans préservatif avec son partenaire. Le partenaire pourra dormir tranquille sans risque de se faire infecter. Et elle, si c'est une femme, pourra faire des enfants et il, si c'est un homme, pourra faire aussi des enfants. Donc, on peut vivre
pleinement sa vie, pleinement sa sexualité avec l'infection à VIH tout en ayant une charge virale indétectable. Ça se peut. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle la charge. Et c'est en quoi faisant? En prenant ces médicaments. Pas seulement en prenant les médicaments, en ayant une bonne hygiène de vie, en ayant une santé mentale. Qu'est-ce que c'est une bonne hygiène de vie? Allez-y. La bonne hygiène de vie, c'est quoi? Il faut manger équilibré, il faut faire du sport, il faut avoir un self-confidence, il faut avoir confiance en soi. Parce qu'il faudrait se dire que lorsque je commence à déprimer, mon système immunitaire aussi s'affaiblit. Or, quand je prends conscience que bon, c'est pas une fatalité. Il y a des mesures d'accompagnement. Il y a un personnel qui est d'appoint et qui sait faire son travail. Pourquoi est-ce que je vais déprimer? Pourquoi est-ce que j'aurai une vie misérable? Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut prendre ses médicaments sans sauter. Il faut faire ses consciences. Si on donne le rendez-vous à l'hôpital, il faut honorer ses rendez-vous à l'hôpital. Et quand on demande de faire des bilans, parce que généralement, quand on fait les visites de routine, après 3 mois, parce que quand on donne les médicaments, les ARV, on dit rendez-vous dans 3 mois. Donc, entre-temps, si on a un petit bobo, une petite fièvre, etc., on peut revenir pour consulter. Maintenant, quand il faut revenir, quand il faut venir au moment de la consultation de routine, il y a des bilans qu'on demande, des bilans biologiques qu'on demande pour voir l'évolution, etc. Il faudrait que les personnes qui suivent le traitement s'attellent. C'est pas facile, mais il faudrait qu'elles s'attellent à pouvoir faire les examens en question. Voilà. Il y a un point dont on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce qu'on a parlé de quand la charge virale est indétectable, on peut avoir des rapports sexuels non protégés avec son partenaire et ne pas être contaminé, mais on apprend aussi que vous pouvez être recontaminé. C'est-à-dire que vous voulez bien faire, vous ne savez pas le statut sérologique de votre partenaire. Oui. Comment ça se fait qu'on puisse être recontaminé à quelque chose qu'on porte déjà? Toi, en fait, le fait d'avoir une charge virale indétectable ne veut pas dire que le virus dans le sang ou dans les cellules est parti. Le virus est toujours là, mais les copies du virus sont en nombre très, très infime. Donc, techniquement, entre guillemets, on peut considérer le personnage comme étant sain. Maintenant, si mon partenaire a contracté le virus en amont quelque part dans ses marches, lui, par contre, il est très, très contagieux. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans la primo-infection, le virus est en millions, s'exprime en millions de copies. Donc oui, on peut se recontaminer avec un partenaire qui ne se sait pas infecté. Ou qui se sait infecté. Ou qui se sait infecté, mais qui fait la mauvaise foi. Bah oui, on ne sait pas. Hein. Est-ce que, Valérie, on parlait justement d'hygiène de vie, qu'est-ce que vous leur dites pour garder le moral Oui, c'est ça, le docteur a dit tout à l'heure. Il faut manger équilibré. Oui. Et aussi, il faut être fidèle parce que quelqu'un qui a une charge virale indétectable, il faut que la fidélité soit réciproque. Parce que la fidélité ne doit pas seulement être avec ta femme, et alors que dehors, peut-être tu as un partenaire, tu vas te faire réinfecter et tu viens et tout ça. Et il y a d'autres maladies, d'autres IST, comme le chlamydia, syphilis, qui peut dégrader ton état aussi. De santé. Alors, parlez-nous justement des préjugés, parce que vous travaillez avec ces personnes-là. Est-ce qu'elles sont ouvertes à échanger déjà d'abord entre elles, puisque vous travaillez avec elles voilà, dans vos associations et tout ça. Est-ce qu'elles se parlent entre elles, ou bien on parle qu'à Valérie et puis on ne veut pas se parler entre nous? Déjà, quand je travaille avec ces coachs, il y a des groupes de parole initiés exceptionnellement pour ces gens, pour des personnes vivant avec le VIH. Mais je veux dire, est-ce que chacun se parle en groupe, comme on est là ensemble, on se dit, ouais, est-ce que tu sais que j'ai pas mangé hier? Est-ce que tu sais, j'ai été recontaminée, nanana. Est-ce que ces personnes se parlent entre elles? Mais c'est pas quand même aisé de dire que je me suis fait recontaminer parce qu'on passe tous les jours à dire, voilà, il faut respecter les méthodes préventives. Mais néanmoins, ça peut arriver et puis elle cherche à avoir une solution en partageant avec vous. Surtout si elle a déjà des bonnes relations et elle sait que vous gardez
que la confidentialité, quoi. Oui, non, c'est un exemple que j'ai pris. Hein. Je voulais savoir, est-ce que ces personnes interagissent entre elles, je veux dire, on se confie l'un à l'autre, ou bien c'est tabou, c'est vraiment qu'on est dans l'isolement, on ne veut même pas parler non, elles en aux autres. parlent. Ça dépend du milieu. Si elles se sentent stigmatisées, elles vont se replier sur elles-mêmes. Mais si elles sentent que vous êtes aussi ouvertes, vous les accueillez normalement, vous leur donnez leur amour, vous leur donnez vraiment cet amour, comment ne pas s'ouvrir? Ça dépend de comment vous les approchez. Ouais. D'accord. Alors, et puis, comment ça va depuis voilà, cette révélation, Zéline, avec vos proches? Comment est-ce qu'ils ont accueilli Mon coming out? Oui. Mes camarades d'enfance, ceux avec qui de lycée, ils étaient très surpris. Et bon, d'autres personnes, une amie, et pour la petite info, je me rappelle quand on était au lycée en classe de 3e, Priscille me dit, Zéline, tu vois le monsieur qui passe là? Je dis oui. C'est un monsieur qui vit avec une situation de VIH. Mais si on te dit qu'il a le VIH, tu ne peux pas t'en rendre compte. Parce que le monsieur était bien dodu, très bien portant en fait. Et moi, ça m'a marqué. Mais je ne savais pas que les années vont passer. Et puis moi, un jour, je vais me retrouver avec, comme personne vivant avec une situation de VIH, quoi. Bon, en dehors de ça, d'autres membres de la famille, c'est plutôt du genre... Bon, beaucoup ont salué mon courage. Une autre, particulièrement, c'était pas le cas. C'était du genre, mais vous félicitez même quoi? Elle n'arrive même pas à s'occuper de sa mère. Purée, j'ai dit, oh, l'éternelle question, ça recommence, ça recommence. Et pour la petite histoire concernant le sujet de ma mère, elle avait décidé qu'à l'âge de 8 ans, elle ne veut plus être maman. Elle nous a largué, mes petits frères et moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais malgré mon âge, je dis, ok, c'est quand même ma maman, je fais de mon mieux à mon niveau. Mais entre-temps, j'ai ma situation de VIH. En plus d'être mère, je dois prendre soin de moi, ma santé mentale et tout. Tellement, enfant, ça m'a tellement traumatisée. Il fallait que je me guérisse de ces traumatismes-là déjà, un. De deux, quand ils font comme ça, ils sont les responsables. Après, ils accusent encore ma mère de dire que, oh, vous savez quoi, elle a tué une cousine de cancer. Nous, on quitte l'internat, mon petit frère et moi, pour savoir comment notre maman est. Elle est à l'hôpital comme cas social parce qu'on l'a rejetée dans sa famille, soi-disant qu'elle a tué quelqu'un de cancer, sa nièce. Nous sommes pétrifiés. Je suis en classe de première ou terminale. Et elle est en train de pleurer à chaudes larmes. Je dis, mais c'est quand même, c'est pas croyable. Mais je digère cela, je gère à ma manière, je gère. Même ma mère, quand je dis, maman, tu sais quoi, j'ai le VIH, elle fait semblant de n'avoir rien compris du tout. Je dis, ok. Ça, c'est un combat que je commence à mener toute seule. Même à la maison, c'est tabou. Je ne peux pas faire des câlins à mon fils. Parce que comme quoi, on croit que je vais contaminer mon gosse. Mais pour qui vous interdit de faire des câlins à votre Mon père, quand je jouais avec mon fils à l'époque, il ne voulait pas me voir aussi proche avec mon enfant à cause de la mauvaise information. Et moi, ça m'offusque un peu. Et c'est comme ça que je me mets à chercher sur Google comment est-ce qu'une personne vivant avec le VIH, quelles sont les choses qui nous sont faites, etc., etc. Les groupes de soutien, excusez-moi madame, moi j'ai eu une mauvaise expérience des groupes de soutien. La première fois que je me trouve dans un groupe de soutien, c'était les plaintes, victimes. J'ai dit, oh non, 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 merci, je ne veux pas être dans un groupe où tout le monde se sent victimisé. Je dis, mais attendez, il y a déjà la situation, pourquoi se victimiser encore? C'est pourquoi... Qu'est-ce qui arrive? J'ai dit non, je ne veux pas faire partie de ce genre de groupe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'instruire sur Internet. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes très présente, Zéline, sur les réseaux sociaux où vous parlez de la maladie. Quel est votre rapport aux personnes, par exemple, qui vous reconnaissent dans la rue? Est-ce que c'est plutôt vous embrasser ou bien c'est un peu de distance? Oh non, 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 non. Moi, l'animal de foire, parce qu'on en a parlé aussi, on ne va pas donner le nom de l'organisme. Voilà, cette personne ce responsable d'une ONG internationale qui vous a fait venir à une réunion de travail, vous dit, ok, mais voilà comment une personne qui est séropositive est.
Ah oui, ça Elle a c'est. été présentée. Ah oui, c'est à peine que j'avais 23, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 24, 25 ans. Quand je suis déjà arrivée, le monsieur me rencontre au centre Pasteur. Il dit qu'est-ce que vous dites? pas le nom de Non, je ne vais pas donner le nom parce que je ne connais même pas même l'organisation. Je préfère garder privé. Et il me demande que vous êtes là pourquoi? Je dis je suis venue faire ma charge virale. Il me dit pourquoi? Je dis parce que je suis une personne vivant avec le VIH. Il est étonné, il me regarde encore comme ça. Et puis il me donne rendez-vous dans leur organisation. Dès que je me pointe, c'est la fille en question dont je parlais. Et comment vous êtes sentie? Je me suis sentie vraiment, entre guillemets, humiliée. Et pour une organisation d'une telle envergure, je m'excuse de le dire sur ce plateau, ce genre de personnes ne devrait pas détenir de poste de responsabilité. Et vu que cette organisation fait partie d'une filiale des personnes vivant avec le VIH qui défend, qui est supposée défendre aussi les personnes vivant avec le VIH. Et qu'on va porter le plaidoyer inbox. Pour éviter les gros désespérs. Oui. Et maintenant, et je veux dire, est-ce que le fait de vous exposer comme ça ne vous portera pas préjudice? Est-ce que vous avez l'impression sur le plan, par exemple, amoureux, est-ce que Zéline est en couple? Est-ce qu'elle a un amoureux? Pour le moment, je ne suis pas en couple. J'aimerais bien être en couple. Oui. Mais il y a des conditions. C'est quoi? Mes chers gars, si vous êtes testé que vous n'êtes pas infecté au VIH, et si vous êtes infecté au VIH et que vous êtes indétectable, ok, on peut apprendre à se connaître. Mais si vous ne connaissez même pas votre statut sérologique, là, c'est encore pire. Et c'est ce que je dis, que nos jeunes sœurs aient le courage de demander le statut sérologique à leur gars. Est-ce que tu te fais tester? Parce qu'il est inadmissible que ce 8000 nouveaux cas infectés au Cameroun pour cette année 2024, 7000 de cas chez les femmes, jeunes femmes et filles, et 1000 de cas seulement chez les garçons et les hommes. Comment ça s'explique? Mais docteur, est-ce que ça se passe encore? Il y avait des personnels de santé qui nous ont dit qu'il y a des hommes qui ils font leur test de sérologie sur leur femme enceinte. C'est-à-dire que quand la femme est enceinte et elle va à l'hôpital et elle est testée négative, Ils se disent aussi. ils estiment que moi, je n'ai pas le sida, je suis testée, je suis testée. Oui. Il y a les hommes qui le font. Hein. Il y a les gens qui le Non, font. ma femme n'a pas, moi, j'ai pas. Je ne fais pas le test. Pourtant, c'est pas forcément toujours le cas. Le monsieur peut être porteur du virus et la femme pas. Oui. Est-ce que vous avez eu justement des cas comme ça? Il vous dit, des personnes qui vous disent que moi, je n'ai pas envie de faire de partenaire qui ne veut pas faire de test. L'homme, généralement, dit que c'est la femme qui doit tout faire. Parce que quand vous voyez même un homme, la responsabilité, l'enfant, c'est la mère qui doit amener l'enfant à l'hôpital. Le père est toujours à la maison. Pour dire, quand il va, la femme fait déjà son test de dépistage, il dit, voilà, je suis... Si elle est négative, je n'ai pas aussi. Mais les hommes n'aiment pas quand même aller vers les centres de santé. Il faut le reconnaître. C'est tabou chez eux. Pour les gars, pour les hommes, c'est beaucoup tabou. Même sur les sites de rencontres pour personnes vivant avec le VIH, les hommes n'osent pas. Il y a des sites comme ça? Ah oui, il y a des sites de rencontres. Pour personnes vivant avec le VIH, oui. Il y a des hommes même qui n'arrivent même pas à en parler. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Carrément, pour preuve, je me suis inscrite dans un blog, ma foi, je ne me rendais même pas compte qu'une fois que vous avez mis vos coordonnées, là, c'est fini, c'est parti. Les hommes, ils ne se mettent pas là, ils viennent, ils voient les filles, ils prennent leur contact, ils appellent. Moi, on m'appelle, ça fait 3 ou 4 ans. Je dis, pardon, j'ai vu votre numéro de téléphone sur moi. Je dis, mais attendez, ma foi, ça fait des années là. Vous êtes, et puis ils se présentent. Je dis, pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit sur le blog? Parce que eux, ils ont l'info que, oui, ils se cachent toujours. C'est très tabou encore chez les hommes. Alors, il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel. Un S à Intime, un S à Conviction. Cyril Chérif qui me dit bonsoir. Moi, c'est Koué Chérif. J'écris depuis Berthois. J'aimerais savoir, on va aller au pas de course. Est-ce qu'un chlamydia maltraité peut aboutir au VIH/SIDA? Rapidement, docteur. C'est, comment je veux dire, c'est... Est-ce que le chlamydia maltraité peut C'est une porte aboutir? d'entrée, en fait. Ok. Alors, Blanchard, qui tient à féliciter la dame pour son courage, ça la permet de briser les tabous
autour de cette maladie. Grégory Iboudou, qui suit depuis le Burkina Faso. Beaucoup merci. de courage aux invités, surtout à celle qui porte les lunettes. Docteur, et qui est en couple, qui est gravement amoureuse. Voilà. Hein? Est-ce que la situation actuelle, je n'ai pas compris. Il y a Djihan qui nous dit je suis de la région du Nord. Ma préoccupation est de savoir comment ces préoccupations l'a lu. Et puis Apollonie Minier qui veut savoir est-ce qu'une femme séropositive peut-elle allaiter normalement son bébé au cours de course? Lorsqu'elle n'est pas Elle peut, mais déjà, le bébé... quand elle est prise en charge, quand elle est suivie par un médecin, il n'y a pas d'inquiétude. Elle donne le lait maternel et exclusif. Le lait maternel, allaitement mais exclusif. qu'est-ce qu'on fait des crevasses On ne prépare la femme. Quand on parle de la prise en charge, ça veut dire dès qu'elle est enceinte, elle est dépistée positive, elle commence à prendre son traitement. Quand l'enfant naît, il y a un traitement que le bébé prend aussi. La nivérapine. Et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis, il y a Steve Etundi qui nous dit, il a 2 questions. Quelle est la probabilité d'attraper le VIH lorsqu'on a une relation vaginale avec une personne atteinte de VIH? J'ai cru lire que la maladie se transmet beaucoup plus par les relations anales et qu'il faut éviter ce type de relation pour ne pas attraper le VIH. On parle rapidement. Contact avec les muqueuses, ces personnes infectées, la probabilité de 100%. Voilà. Voilà. On parle même de l'hygiène du rapport sexuel parce qu'il y a une hygiène à avoir lors des rapports sexuels pour limiter aussi, nous dit-on, c'est pour ça que les infections. c'est important d'utiliser aussi les gels. Parce Les que lubrifiants, les oui. lubrifiants, les gels. Pas blessé. Ouais. Oui, pour éviter de blesser. Parce qu'il y a des femmes qui sont carrément serrées. Sèches. Qui ne lubrifient pas facilement. Il faut ajouter ces lubrifiants pour éviter ces contaminations. D'accord. Donc, avoir des rapports sexuels au maximum assez lubrifiés C'est ça. pour réduire Les risques voilà. de contamination. Voilà. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier? Bonsoir à vous. Non. Il n'y a pas de régime alimentaire. Pas de régime Ah non, alimentaire. vous mangez tout ce qui vous convenait en fait. Oui, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de réactions. Céline, et vous irez répondre sur La dans page. le forum. Oui, c'est la page Facebook de l'émission. Rapidement, il faut qu'on parle du PEP et du PrEP. Rapidement, Valérie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans le personnel médical de santé, c'était d'abord prévu, nous dit-on, pour le personnel de santé, mais de plus en plus, les travailleurs de sexe qui sont exposés à la maladie se tournent vers le PrEP. Qu'est-ce que c'est? Non, nous avons la PrEP qui est une prophylaxie. La PrEP. La PrEP qui est D'accord. une prophylaxie pré-exposition. Oui. Ça veut dire une travailleuse de sexe peut prendre sa PrEP pour éviter d'être contaminée. Et soit une femme ou son partenaire est loin et il vient seulement momentané, je parle plus des gens, des voyageurs, elle peut aussi prendre la PrEP pour éviter d'être contaminée. Et maintenant, il y a aussi la PEP. La PEP, c'est la prophylaxie post-exposition. Donc, quand tu es exposé, quand tu es allé avec un partenaire, sans toutefois porter des préservatifs, il faut que après tu te continues, soit le préservatif c'est rompu, il faut aller dans un centre pour se faire dépister et quand c'est négatif, on te met sur la PEP. Est-ce que c'est autorisé d'en parler tranquillement? C'est-à-dire que... 72 heures avant. Hein. Oui. 72 Je dis heures. la PEP se Oui. prend 72 heures avant. D'accord, avant Si les l'exposition. 72 heures, non, je veux dire, quand tu as eu une relation sexuelle sans préservatif, soit le préservatif s'est éclaté, il faut aller à l'hôpital le plus tôt. Oui. Mais si les 72 heures, ça ne servira plus. Donc, ça c'est ouvert, on peut en parler au public, c'est-à-dire que D'accord. vous avez eu un rapport sexuel, vous avez pris des risques. En contact, ouais. Voilà. Et puis, vous vous rendez compte que vous avez pris des risques. Peut-être vous pensez que vous avez probablement été contaminé. Rapidement, vous vous dirigez vers un centre hospitalier pour qu'on vous mette sous traitement. Ça dure souvent de 1 mois à 3 mois. Oui. Et puis, vous nous rapportez aussi que ça se fait aussi, il y a aussi un traitement préventif qui se fait lorsque vous pensez que vous allez être exposé. C'est ça? C'est bien ça. Et c'est ouvert? Je veux C'est dire, est-ce ouvert qu'on dans en les- parle? Est-ce qu'on peut en parler?
Vous dites que, ok, si vous sentez que vous allez, un docteur, vous trouvez que c'est pas éthique? Bien sûr, on en parle, mais par exemple, dans des milieux de prostitutionnels, on se dit qu'on est en train d'encourager la prostitution. En fait. Parce que chaque personne doit vraiment mener ses méthodes, soit utilisation du préservatif, soit l'abstinence, soit fidélité. Alors, il y a ces personnes... Parce que ça aussi des effets indésirables. Il faut le reconnaître aussi. Oui. Alors, c'est important il y a ce message qui nous parvient, sous anonymat, bien sûr. Je suis une personne infectée, je préfère garder l'anonymat, ne vous inquiétez pas. Courage à cette fille, je lui conseille de rejoindre notre association. Nous pouvons bien l'aider depuis Yaoundé. Je porte ce virus depuis 7 ans. Bon, c'est une personne qui fait son témoignage de ce que elle aussi, elle est porteuse du virus. Alors, pour sortir, on va lui donner à elle, d'abord à vous d'abord, à Valérie d'abord, rapidement, en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait pour mener une vie épanouie malgré le fait qu'on porte le VIH? Je veux dire vraiment à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, que nous allons vraiment embrasser ces personnes vivant avec le VIH. Parce que sans toutefois hésiter, dans presque toutes les familles, il y a des personnes vivant avec le VIH. Mais les gens ont peur d'être rejetés avant de ne pas vous parler de leur statut sérologique. D'accord. En famille, la question que certains aimeraient savoir, comment on se comporte avec une personne qui est porteuse de VIH? Alors, déjà, il faudrait se dire que c'est une personne comme moi. Oui. Le VIH, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, c'est ma soeur, ma tante, demain, ça peut être moi, je ne sais pas. Donc, comment est-ce que j'aimerais que les autres me voient? Il faudrait d'abord que je sois un exemple pour la personne qui le porte. Donc, il faudrait que je l'embrasse, que je la couvre, que je lui montre que je la comprends autant pour moi et surtout que je ne la juge pas. Voilà. Et les gestes utiles à savoir au quotidien, dans les maisons. Voilà. Parce que c'est important aussi c'est important. de savoir. Oui. Voilà. Alors, si quelqu'un est porteur de VIH, il ne faut pas utiliser les mêmes instruments que la personne, notamment les brosses à dents, les rasoirs. Quoi d'autre, Madame Valérie? Déjà citant ça, il faut qu'on parle aussi des gestes non contaminants parce que on peut aller dans des toilettes ensemble, on peut se laver dans une piscine, dans un même seau et tout. On peut utiliser... Manger dans le même plat. Manger dans le même plat, boire dans le même verre. Parce que ces personnes sont vraiment 10 fois plus stigmatisées à travers ces gestes-là. On te met de côté, on ne peut pas dormir avec toi, on ne peut pas porter tes vêtements, tout ça et puis... on ne peut pas faire des Alors, ces cartes-là, je vous propose de découvrir, peut-être, on n'a plus assez de temps, les cartes. Zéline, pourquoi vous avez conçu ces cartes, à quoi elles servent? Ok, les cartes, je suis passionnée du message II, qui signifie indétectable, intransmissible, en anglais UU, qui veut dire undetectable, untransmissible. Pour la simple raison, parce que dès qu'on a l'annonce du VIH, on croit que c'est une fatalité, alors qu'une fois que vous êtes arrivé, vous devenez indétectable parce que c'est quand vous ne transmettez plus le virus. Dans le jeu de cartes, vous sert à vous éduquer d'abord, à vous informer et à faire en sorte que vous-même déjà, une fois que vous êtes informé, il y a des activités aussi adéquates parce que c'est vraiment, ça a des aspects vraiment très spécifiques. C'est un jeu de 44 cartes et c'est vraiment, chaque carte est unique en elle-même et ça vous aide et ça vous permet de pouvoir sortir de l'isolement aussi et d'oser en parler comme je le fais là, Alors, l'autre question, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Pour le moment, je ne travaille pas, mais avant, j'ai travaillé comme assistante de bureau. Je m'exprime très bien en français et en anglais. Je suis fait de la traduction, mais je ne suis pas certifiée dans la traduction. La vie m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai appris sur le tas. Donc, vous êtes ouverte, vous êtes sûre... vous êtes à la recherche d'un emploi? Ah oui, je suis très ouverte à la recherche d'un emploi et
je souhaiterais également recevoir du soutien afin que les cartes puissent être davantage produites pour être accessibles à tout le monde. Et le jeu de cartes déjà se vend à 5 000 francs. Et ça peut aider le personnel de santé, ça peut aider les enfants, ça peut aider les adolescents. Ils peuvent faire des activités. Par exemple, si je vous dis, par hasard, la carte 43, Reflecting on Progress. Comme nous sommes en français, pour que tout le monde ne on va pas avoir le temps de faire le jeu de toutes les Effectivement. façons. Vous serez sur la page Facebook de l'émission à répondre aux questions. Voilà. Réfléchir sur son progrès. Et vous avez besoin de rendre cela un peu plus beau, un peu plus attractif pour les personnes. En Que tout cela cas, ait un emballage. Donc déjà, c'était pour voir, pas que je parle juste déjà, que les gens aient un extrait de à quoi ça ressemble ce jeu de cartes. Et c'est très fascinant. vous savez quoi, c'est terminé. Vous vous rendez même pas compte. C'est Vraiment, en fait. Oui, c'est terminé. Vous ne vous attendez pas à ce qu'on termine. Mais Je vous ai dit que ça allait vite. Hein? Ouais. Ça allait vite. Oui, Alors, oui. moi, il faut que je vous fasse un câlin, c'est important. c'est Non, vrai. vous n'avez pas besoin de... Parce que, comme on le dit tantôt, c'est important de savoir, c'est pas parce que vous avez fait un câlin à une personne, tu vas voilà. faire que- Tout à fait, que vous allez être oui, ça, c'est contaminé. important à savoir. Oui. Et c'est important pour le mental aussi, voilà, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente accompagnée, qu'elle se sente valorisée. Depuis qu'elle est là, depuis hier, elle est très contente. Je suis très à l'aise. Et puis, je suis très contente de pouvoir faire partie de ce projet phénoménal et que vous en faisiez partie toutes. Et de présenter mes cartes, moi, ça fait très plaisir. Elles sont très uniques et très accessibles. Et c'est facile à utiliser pour tout le monde, toutes les couches et dans tout le pays pour accompagner toutes les maisons, que vous ayez du VIH ou pas. Un médecin me les a achetés. Une maman qui n'a pas de VIH s'est achetée pour avoir une éducation. Alors, ce que vous faites, vous rentrez tout simplement en contact avec Zéline, vous rentrez dans la messagerie privée de l'émission. On va vous donner le contact de Zéline qui est ouverte à accompagner même des personnes comme vous qui êtes sur le terrain, qui êtes dans la sensibilisation. Voilà. Pardon? Valérie Ketcha. Oui, bien sûr, qui est dans la sensibilisation, c'est important de le dire. Pour des personnes aussi comme vous, docteur, vous pouvez travailler, on ne sait pas, à partir d'ici, des confrères vont vous appeler docteur pour dire, mais la dame, on aimerait travailler avec elle, pourquoi pas Zéline? On va vous souhaiter que du courage. Votre coming out, vous l'avez fait il y a juste quelques semaines, c'est en novembre, donc c'est encore tout récent. Voilà. Donc, on va lui souhaiter beaucoup de courage et qu'on est ouverte Merci beaucoup. à vous faire beaucoup de câlins. C'est fait un grand plaisir. Je suis très contente d'être là. C'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. On va vous souhaiter que du bonheur pour la suite. C'est la fin d'année. Je suis en vert. Je suis déjà aux couleurs de Noël. Bonne année 2025. Au revoir.